Bienvenue à tout le monde et bienvenue surtout à Marc Bidan de Nantes. Quelle heure est-il à Nantes maintenant, Marc? Il est 16h25. D'accord, alors on est tout à fait en éveil. Euh, Marc Bidan est chercheur en gestion des systèmes vous dites management là, gestion des systèmes et des technologies d'information dans l'équipe NTO du laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique, LEMNA. Il s'intéresse au processus d'acceptation, d'usage et d'appropriation des technologies numériques de type progiciel, chatbot, agent conversationnel, jeux sérieux, etc., en entreprise ou en organisation. Il est venu nous voir ici à Montréal pour parler des développements en chatbot depuis Elisa. Et puis, avec ça, je cède le volant à Marc Bidan. Ah oui, Marc, Oui, ça sera interactif du début jusqu'à la fin, c'est ça ce que tu veux? oui, 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 oui. OK, Il ne faut pas hésiter à me couper parce que sinon je parle beaucoup. OK. Voilà. Oui, mais non, d'accord. Alors vas-y, c'est à toi. Merci, merci. Stéphane, je C'est suis. Étienne, c'est plus Étienne, plutôt Étienne, je t'ai pas Ah, averti. c'est Étienne. Bonjour. Ouais, ouais, Et merci, Étienne. Je ne ouais. sais pas si vous m'entendez correctement. J'entends en tous les cas parfaitement. Oui, Ouais, c'est oui, bon? oui. Ok. Donc, alors, moi, je suis prof à l'université de Nantes. Je suis aussi dans le CNU. Pour ceux qui connaissent un peu la France, ça s'appelle Conseil national des universités. Et au titre du CNU, on est dans un groupe de travail où on réfléchit sur l'influence des technologies de l'information sur nos pratiques d'enseignants-chercheurs, quelles que soient les disciplines. Voilà. Hein, on est sciences dures, sciences molles, sciences subtiles, sciences post-subtiles, etc. Donc, groupe de travail au Conseil national des universités sur l'influence des technologies de l'information au sens large sur nos pratiques d'enseignement. I will speak in English. I will speak in French, but I can answer in English if you want to speak English and to answer a question in English if you want. So, but I speak French. Alors, je vais parler d'un espèce de phénomène qui s'appelle ChatGPT 3. Pourquoi un phénomène? Parce que un ovni médiatique, hein. C'est un ovni médiatique. Je pense qu'on est tous à peu près, je crois qu'on est 23 participants. Si vous êtes là, c'est que vous avez tous entendu parler de ChatGPT. Pourquoi? Parce que c'est la technologie qui a le démarrage le plus spectaculaire de toutes les technologies, toutes, hein, Twitter, Facebook, etc. Aucune n'avait capté autant de millions d'utilisateurs réguliers en aussi peu de temps. Voilà, les 5 premiers jours en novembre, les 5 premiers jours de ChatGPT, c'est tout de suite quasiment 50 millions d'utilisateurs, tout de suite. Donc ça, c'est énorme. Et là, maintenant, les chiffres sont compliqués à avoir puisque là, on rentre dans une phase où Microsoft a racheté OpenAI quasiment, est en train de penser à la sortie sur le marché de ChatGPT 4 couplé avec Bing, donc son moteur de recherche. Donc là, les données deviennent économiques, ou disons qu'on parle de modèle d'affaires, et c'est beaucoup moins transparent qu'au tout début. Voilà. Donc pourquoi en parle-t-on? Parce que c'est une intelligence artificielle qu'on appelait au début conversationnelle, c'est-à-dire qu'on peut lui poser des questions, elle nous répond, et on n'est pas content de la réponse, donc on lui dit est-ce que tu peux être plus précis, etc., etc. Donc on est dans une simili-conversation, mais le terme conversationnel disparaît pour être remplacé petit à petit par le terme génératif. Donc c'est une intelligence artificielle générative. Il y a une nuance épistémologique puisque le chercheur on n'est pas dans une conversation avec l'outil, pas du tout, mais on est bien dans une génération de contenu. Qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de langage qui est développé au début par
un laboratoire de recherche plutôt public, privé, etc., qui s'appelait OpenAI, maintenant qui est passé sous statut société, hein, depuis que Microsoft a quasiment racheté tout, avec un investissement d'un petit 10 milliards de dollars pour racheter l'intégralité d'OpenAI, pour le filialiser dans le groupe Microsoft et l'intégrer à terme dans son offre, soit du moteur de recherche Bing, soit de Microsoft Office, hein, c'est-à-dire Word, PowerPoint, soit dans les deux, et plutôt dans les deux. Alors, c'est le plus gros modèle de langage jamais entraîné. On a 175 milliards de paramètres. L'ancienne version ChatGPT 2 proposait à peu près 2 à 3 milliards de paramètres, pas plus, hein, donc on est vraiment dans quasiment 100 fois plus. Là, il y a quelque chose qui est intéressant, et qui est finalement assez peu abordé, c'est que la base, le corpus sur lequel a été entraîné, auto-supervisé chat, ce n'est que 390 gigas de texte qui a été piqué sur Internet, notamment Wikipédia, mais pas que, et à une deadline, pas plus que décembre 2021. Donc, je répète, c'est effectivement une base de données de texte, 390 gigas, donc il n'y a rien c'est énorme en termes de texte, mais bon, voilà, c'est pas l'intégralité de l'Internet. C'est des données qui sont valides jusqu'à 2021. Donc, ChatGPT ne sait pas que la France a perdu contre l'Argentine dans la dernière Coupe du Monde. Et si vous lui posez la question, normalement, il doit vous dire j'en sais rien. Et 175 milliards de paramètres, ça veut dire que l'apprentissage a été travaillé à partir de transformers sur des paramètres qui sont relativement nombreux, 175 milliards, mais surtout qui permettent à ChatGPT d'avoir à peu près des réponses à peu près toutes les questions. Voilà. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est ça qui est spectaculaire, ce caractère spectaculaire, il a été caractérisé rapidement, puisqu'il y a une collègue biologiste qui a fait un certain buzz en publiant dans Nature un article coécrit avec ChatGPT. Voilà. Donc ça, tout de suite, paradoxalement, c'est ça qui a fait développer en France en tous les cas. C'est là qu'on a vu la force de frappe de l'outil. C'est quand Nature a publié un article coécrit par ChatGPT. Alors maintenant, ça devient assez classique, mais à l'époque, on était en novembre, je crois, et novembre-décembre 2022, et là, c'était très, très bien joué. Alors, pourquoi on en parle? Parce que c'est spectaculaire. C'est tout. C'est tout. Et c'est vraiment spectaculaire, mais il n'y a pas, ce sera la deuxième partie de mon pourquoi on en parle, il n'y a pas historiquement de vraie révolution. Alors, je pense que parmi les participants, il y en a qui vont penser le contraire, mais on parle, la technologie qu'utilise ChatGPT n'est pas disruptive. Hein, elle casse pas, elle existe depuis 2017, Google. C'est une version améliorée d'une technologie qu'on connaissait. Donc, elle n'est pas disruptive au sens économique du terme, c'est-à-dire que elle ne révolutionne pas quelque chose d'existant. Mais ça reste quand même quelque chose de spectaculaire. Et si on applique la lecture de Christensen sur les innovations, on appelle ça une innovation de procédé. Ce n'est pas une technologie disruptive, mais c'est quand même une innovation de procédé parce que ce qui est original, c'est de garder une technologie qu'on connaissait, mais de la faire travailler sur un énorme corpus de données avec énormément de paramètres. Voilà. Donc, on a une innovation qui n'est pas disruptive, qui est connue, mais le procédé original, c'est de la faire travailler sur un volume de données qui n'avait jamais été abordé ou essayé auparavant. Ça, c'est original. Et d'après les écrits de Christensen, on parle d'innovation de procédé. Alors, on pourra rentrer, si vous voulez, dans les débats, est-ce que c'est disruptif, non disruptif, etc. Je ne pense pas que ce soit le vrai problème. Le vrai problème, c'est que ChatGPT a été massivement adopté
Et dès lors que c'est massivement adopté, on peut parler d'une technologie spectaculaire. Pas disruptive, mais spectaculaire. Le marché est gigantesque. Il est gigantesque, et c'est pour ça qu'on en parle, parce que finalement, et c'est aussi pour ça que Google a peur, hein, finalement, une technologie comme ChatGPT, c'est un tueur de moteur de recherche. Pourquoi? Parce que le moteur de recherche, il va vous aider à apporter une réponse. Le robot, il va vous donner la réponse. Voilà. Et la grande majorité des 4 milliards et demi d'internautes ne va pas aller chercher plus loin que la réponse qu'on lui donne en première main. Et les conversations sur ChatGPT sont très très rapidement, c'est 2 questions, 3 questions maximum. La grande majorité, c'est une question. Donc oui, pour Google, c'est un danger parce que ChatGPT est détourné de sa fonction d'IA générative et elle est adaptée en moteur de recherche parce que le moteur de recherche ChatGPT, on lui pose une question, il y répond. Alors que le moteur de recherche Google, on lui pose une question, il nous propose des pistes pour une réponse. Donc l'utilisateur doit encore faire un effort de lecture, de synthèse. On discutait tout à l'heure avec Étienne. Demander à Google ou à Bing 3 ou 4 mots-clés pour savoir si Nantes est en Bretagne, c'est pas la même chose que de poser la question sur ChatGPT. Nantes est-il en Bretagne? ChatGPT va dire non. Point, fin de la discussion. Nantes est-il en Bretagne sur Google? Vous allez avoir un lien vers Wikipédia et c'est à vous de lire. Et donc, c'est à vous d'avoir la réponse. Et ça, c'est pour ça que Google a lancé un code rouge dès le début, parce que le moteur de recherche Google repose sur, enfin comme tous les moteurs de recherche, il repose sur la collecte des données des utilisateurs qui cherchent, qui font des requêtes, donc qui cherchent des informations. Si ces utilisateurs se détournent de Google parce qu'ils n'ont pas à chercher l'information, puisque l'information, ils l'auront directement en posant la question, eh bien, c'est autant de données non collectées, donc non monétisées, donc non exploitables, donc c'est de la perte, une perte sèche pour Google. D'où l'arrivée récente de Bard, on en reparlera tout à l'heure, Bard de Google. Bon, pour ceux qui sont un peu à l'aise en français, Bard vient faire une énorme bourde, on en parlera, et Erniebot de Baidu qui sortira en mars. Voilà. Je vous donne à chaque fois des liens, si vous voulez. C'est des liens en français et en anglais. Je répète, rien de révolutionnaire. Les architectures sont préformées et autosupervisées. Nous avons déjà du transformer depuis 2017. La seule révolution, elle est dans la fouille de 390 gigas de texte, qui fait qu'on a à peu près toutes les réponses à toutes les questions qui sont avant 2021. Avant 2021. Maintenant, si on veut être très clair, là, il y a un débat épistémo. On ne génère pas de la connaissance. ChatGPT ne génère pas de la connaissance. ChatGPT génère du contenu. Et il génère en fait des signes qui sont en cohérence probable avec ceux que vous avez préalablement donnés dans votre question. Alors, Voilà. Marc, Oui, pour déjà déclencher l'interactivité, euh, 2 choses. oui. Tu dis que c'est qui dit que le but d'utiliser ChatGPT, c'est juste de poser ma question et puis foutre le camp? Ça, c'est une excellente question. Ça, c'est une excellente question. Personne. Personne ne dit ça. Mais quand tu vas sur les blogs actuellement des utilisateurs, parce qu'en fait, il y a une énorme plateforme que vous connaissez peut-être, qui est Discord. Quand vous allez sur OpenAI et que que vous créez votre compte pour utiliser ChatGPT, ChatGPT vous propose d'aller voir la communauté des utilisateurs et vous êtes sur Discord. Et quand vous êtes sur Discord, là, vous avez des communautés qui sont des profs, des enseignants, des étudiants ou autres. Et moi, je suis sur des groupes de travail, de profs, et les collègues font le calcul du nombre de questions posées par
en fait leurs échantillons sur leurs étudiants, et c'est 1,5 en moyenne. Mais donc ça, c'est sur Discord, dans la communauté des utilisateurs. Mais sinon, c'est ce genre d'information est très sensible, puisque là, on arrive dans une phase, jusqu'à mars-avril, là, on arrive dans une phase où ChatGPT 4 est en test, avec un couplage Google, avec un couplage Bing et avec un couplage Word. Donc, si Microsoft communique sur ce genre de données, il se tire une balle dans le pied. La vraie richesse actuellement, la vraie richesse de ChatGPT, c'est les questions qu'on lui pose. Le stock de données, il est fini. Mais pour revenir à ma question sur les questions, Google avait toujours l'option j'ai de la chance et puis tu restes avec le premier item. Jamais de ma vie, et j'utilise Google depuis des décennies maintenant, parce que je suis resté avec le premier item. Je fouillais. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec ChatGPT? Jusqu'à quelle page? Jusqu'à quelle page tu allais sur Google? Je ne compte pas les pages. Je regarde, je clique puisque c'est le même moyen, je clique, je vois un autre lieu, je clique encore. Donc, j'entre dans le réseau, quoi. Et ici, la seule différence semble que ça peut se faire en interagissant avec ChatGPT et oui. pas Regarde, si on passe sur les planches d'après, la question, regardez les questions que j'avais posées à. Hop. Je vais arrêter le partage. Regardez, là c'était une planche que j'avais préparée pour le séminaire que j'ai fait jeudi dernier. Donc voilà la question, que peux-tu me dire du laboratoire, etc. Je dois animer un séminaire, etc. Donc il me répond un truc assez basique. Okay, et je lui réponds juste après que je ne suis pas content de sa réponse. Par exemple, comment puis-je les intéresser avec ce drôle de sujet? Et là, il me dit, il existe plusieurs approches, etc., etc. Et là, il va commencer à s'énerver. Mais oui, au final, s'ils ne sont pas intéressés, si les enseignants-chercheurs en management ne sont pas intéressés en particulier, vous pourriez leur présenter d'autres aspects, l'éducation, l'implication économique, les défis éthiques. Et là, il est dans le vague. Puisque les défis éthiques sont terribles. Débattez sur les défis éthiques liés à l'IA, notamment ce qui concerne la transparence, la responsabilité, la protection. Et là on dit qu'il est saturé. Il va tourner en rond. Il va même commencer à utiliser de l'anglais. Regardez, engaging. Bon, ok, merci à vous, mais souhaitez-moi bonne chance, car ils ne sont pas commodes, vous savez, mes collègues. Je n'ai pas le droit de les décevoir, car c'est un jeudi après-midi ensoleillé. Et là, regardez, n'oubliez pas de vous préparer soigneusement, de vous entraîner à présenter votre sujet de manière concise et engaging. Donc là, il confond français et anglais. Et en fait, là, il commence à tourner en rond. Donc la question, la première question, elle est finie. J'ai déjà 90% des réponses là-dedans. ChatGPT va tourner en rond et il va se nourrir de la question qu'on va lui poser pour apprendre. Mais au final, si on est sur des questions comme ça un peu vagues, il va vite être saturé. Et quand vous allez sur Discord, vous vous apercevez que les communautés d'enseignants-chercheurs, hein, posent en général 2 questions avant d'avoir globalement circonscrit le sujet. Et tu peux lui dire, par exemple, propose-moi un plan de cours pour des élèves ingénieurs en 3e année sur l'éthique des algorithmes. Il va le faire, mais il va le faire en une seule fois. Après, tu vas lui dire, je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie, est-ce que tu peux intégrer, par exemple, la traçabilité, la redevabilité des algorithmes, et il va rajouter. Mais la question de la question, elle est fondamentale. Et on s'aperçoit que l'utilisateur, à part les enseignants-chercheurs, qui sont une race quand même assez à part d'utilisateurs, l'utilisateur lambda, il va poser une question, 2 questions maximum. Et c'est pour ça que Google a peur. Puisque s'il pose une question ou 2 maximum, ça devient un moteur de recherche. Ça ne devient plus une conversation. Et peu importe si la réponse est de qualité, peu importe si la réponse est fiable, on sait qu'il y a plein de bêtises. N'empêche que j'ai posé une question, j'ai ma réponse, au revoir. Et c'est exactement ce que craint Google.
D'accord. J'invite les autres à intervenir. Moi, j'accepte la réplique ici. D'autres interventions? On est 27 maintenant. Je crois continue la présentation, je crois, et puis. D'accord. Alors, il y a autre chose qu'il faut avoir à l'esprit avec ce robot, c'est le statut de la connaissance. D'accord? Et c'est pour ça qu'on quitte la conversation pour aller vers la génération. Hein, on va bien générer du contenu. On va générer du contenu et pas de la connaissance. Puisque si on pose une question basique, je sais pas moi, est-ce que Nantes est en Bretagne par exemple, ou est-ce que la Bretagne, est-ce que le Finistère est dans la Bretagne, ou est-ce que Jacques Cartier, qui est Jacques Cartier? Voilà, il va répondre, mais il va répondre en postulant que ce qu'il va produire est du contenu. Jamais que ce qu'il va produire est de la connaissance. Parce que lui, il ne va pas savoir qui parle en français, qui parle en anglais ou qui parle en espagnol. Vous lui proposez des mots dans votre question, il va aller chercher dans ses 390 gigas de texte les mots au sens de la juxtaposition de lettres ou de signes qui sont les plus probablement en cohérence avec ce que vous avez posé. Et, autre originalité, il faut que le texte produit par ChatGPT soit original. C'est-à-dire que si vous posez plusieurs fois la même question, vous aurez des réponses différentes. Il y aura de la syntaxe, les mots-clés seront les mêmes, mais la syntaxe, le phrasé, la ponctuation sera différente. Et ça, on a fait le test beaucoup avec mes étudiants sur des questions basiques, sur même des questions comment résoudre une équation du second degré. Il y aura de toute façon la formule, mais l'habillage de la formule sera différent. Le texte qui va vous produire sera original. Et c'est ça qui rend la détection du contenu très très compliqué par les fameux chat GPT-0 ou Detect GPT, très très compliqué, parce que là encore sur Discord, on s'aperçoit que chat GPT-0 n'est capable de tracer un texte produit par ChatGPT que à 26% si il est en dessous de 1000 mots. Je répète, si vous produisez un texte qui est en dessous de 1000 mots et que vous utilisez ChatGPT 0 pour tracer, pour voir si c'est un texte IA ou humain, la réponse de ChatGPT 0 sera fiable à 26%, c'est-à-dire rien du tout. Et ça, c'est l'énorme avancée où je ne suis pas sur le c'est bien, c'est pas bien, ou c'est moral, c'est pas moral, hein, pas encore. Hein. Mais en tous les cas, la capacité de produire un contenu original est terriblement spectaculaire, et ce qui rend la détection de la production par l'intelligence artificielle très très compliquée. Et contrairement à ce que dit OpenAI, on va probablement, avec GPT-4, on va probablement être dans une logique encore plus compliquée de traçabilité. Parce que l'originalité fait que vous ne pouvez pas, le détecteur, sauf s'il y a un filigrane, sauf si dans la production même par ChatGPT, il y a un filigrane qui va le rendre repérable plus tard, ce qui est possible dans une logique économique, c'est-à-dire que si ChatGPT introduit un filigrane qui pourra rendre traçable la production de contenu par ChatGPT, et ben là, il pourra vendre un ChatGPT Detect ou 0, vendre, je dis bien vendre, qui sera donc capable de suivre, de tracer et de filtrer le filigrane. Pour le moment, ils ne communiquent pas là-dessus. Pour le moment, ils ne communiquent pas là-dessus. Tout ce qu'ils disent, c'est que le contenu est auto-supervisé pour être éthique, c'est-à-dire respecter les codes en termes de sexisme, de racisme, d'antisémitisme, de violence, etc. Mais pas en termes de fiabilité, pas en termes de vérité et pas en termes de traçabilité. Et donc là, j'aborde le problème des travailleurs kényans
qui a été soulevé, donc des milliers de travailleurs kényans qui servent en fait de ce qu'on appelle de modérateurs humains, qui sont des ouvriers du texte pour voir si la réponse potentielle de ChatGPT est ou n'est pas appropriée, c'est-à-dire est ou n'est pas sexiste, raciste, etc., etc., de façon à ce qu'ils apprennent à répondre et ne pas tomber dans le drame qu'a déjà vécu Microsoft avec Tay, qui était un robot qui a été trollé tout de suite, qui a été corrompu tout de suite, parce qu'ils n'ont pas réussi à éviter certains excès. Alors, le problème des travailleurs kényans est un énorme problème, énorme problème. Il est comparable à celui qu'a Facebook avec le trop peu de modérateurs humains. On n'arrive pas à savoir, dans le cas de Facebook, on est quelques milliers, il y a quelques milliers de modérateurs humains, probablement en Inde. Là, les travailleurs kényans qui ont travaillé pour OpenAI pour le nettoyage des textes de ChatGPT, bon, ils sont aussi quelques milliers, on sait qu'ils étaient à peu près $1 de l'heure. Et on sait que c'est dramatique, puisqu'en fait, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle est auto-supervisée par des humains et des humains qui sont là pour détecter ce qui pourrait ne pas être approprié. Mais là encore, il y a très très peu de chiffres, puisqu'on rentre sur quelque chose qui va être très compliqué pour Microsoft quand il va falloir vendre l'application de façon à ce qu'ils puissent vendre quelque chose qui est immédiatement éthique et ne pas reproduire les erreurs qui ont déjà eu lieu avec des robots qui sortaient en fait des énormités, quoi. Énormité, pas au sens est-ce que Nantes est en Bretagne ou est-ce que Barcelone est la capitale de l'Espagne. Énormité au sens est-ce que un tel est plus intelligent qu'un tel, voilà. Donc ça, la dimension éthique, la dimension éthique, non éthique, pas de référence, pas de source et un texte original au sens formel du terme, pose d'énormes problèmes pour le moment déjà, et on sait que, et c'est ce qui explique qu'on parle de contenu et non pas de connaissance. Voilà, je suis à votre disposition si vous voulez aborder ce sujet. J'ai une question par rapport au niveau de confiance que les gens accordent à ChatGPT. Quand je fais une recherche sur Google, c'est moi qui décide du contenu que je veux voir et du contenu que j'estime est correct ou pas correct. C'est-à-dire si je vais, bon, encore une fois, je ne parle pas de quelle est la capitale de la France, c'est assez basique, mais pour des recherches un peu plus poussées ou pour, par exemple, des conseils, je sais pas moi, médicaux ou autre chose, académiques, etc., j'ai plus confiance en ma recherche plutôt que la réponse d'un robot qui, je sais, bon, moi je sais parce que je suis dans le domaine, mais peut-être d'autres personnes ne savent pas, mais en général, on ne sait pas comment les transformers des intelligences artificielles, etc., on ne sait pas comment ils produisent leur output. Oui, c'est un output qui est correct généralement, mais d'abord, c'est-à-dire, ma question c'est, en fait, est-ce qu'il y a des études qui se font au niveau du niveau de confiance que les gens vont accorder à ChatGPT, ou OpenAI ou les autres systèmes comme ça? Parce que je pense que Google a quand même une long way to go avant que ChatGPT prenne le dessus. Mais bon, c'est peut-être juste, je suis vieille. Non, c'est parce que non, c'est pas pour ça, c'est parce que vous êtes juste formé, c'est tout. Vous êtes une CSP+, et vous n'êtes absolument pas l'un des 4,5 milliards d'internautes basiques. Donc, nous ne sommes pas représentatifs de l'utilisateur basique du futur ChatGPT. Nous, il y a une théorie que vous connaissez peut-être, hein, qui est vieille qui est assez vieille, en 1989. Fred Davis, le Technology Acceptance Model, que je cite souvent. Technology Acceptance Model. Une technologie va être acceptée au sens de l'adoption, adoptée. Si et seulement si deux choses, là je dis peut-être pour les 29 participants, pour 20 d'entre vous, je dis peut-être une évidence. Donc Fred Davis a dit une technologie va être adoptée si et seulement si deux choses. Elle est perçue comme facile et elle est perçue comme utile. Voilà. Or, ChatGPT, par rapport à Google, et c'est là que vous n'êtes malheureusement pas représentative, les premières études montrent que ChatGPT, par rapport à Google, est perçu comme plus facile. Ah oui, la question, elle est posée, point. Et ce n'est pas des mots-clés, c'est une question qu'on pose.
et elle est perçue comme plus utile, bah oui, puisque c'est corrélé à je cherche une réponse et je l'ai, donc je suis utile. Donc je suis assez pessimiste sur le recul des utilisateurs par rapport à des IA génératives. La grande majorité des utilisateurs ne font pas la différence. Pour eux, les premières études qui sortent en sociologie, en gestion et tout, les premières études, pour eux, ChatGPT est un moteur de recherche, point à la ligne, c'est tout. Et il est fiable, pas plus, pas moins que Google, que Bing, que tous les autres. Et globalement, l'utilisateur de ChatGPT est un utilisateur utilitariste, pragmatique, et les dimensions éthiques, la transparence, la question sur la véracité, la fiabilité et tout, elles arrivent très, très, très loin dans les préoccupations. Je comprends. Oui. C'est plus pour le public général que pour les gens assez académiciens ou bien sûr. juste un télo, quoi. Bien sûr. Un académicien, par exemple, vous ne pouvez pas faire une revue de littérature. Moi, j'ai essayé de travailler avec mes étudiants sur des papiers, on n'arrive pas à faire une revue de littérature, puisqu'il va mélanger des articles, il va mélanger… Alors, en posant plein de questions, oui, attention, je ne veux que du MISQ, je veux que du Nature, je veux que du Management Science, là, peut-être, mais il va mélanger, il va inventer des choses. Une revue de littérature est quasiment impossible, alors qu'une revue de littérature sur Google Scholar, c'est quand même très rapide. Mais ce niveau, voilà, mais vous êtes nous à Atlas, hein, c'est ça. Oui. Ce niveau de granularité dans la perception de l'outil, vous êtes dans les 1% des 4,5 milliards d'utilisateurs qui vous l'a posé. Oui, je comprends. Merci beaucoup, ça me va. Tawfik, tu avais une question. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que ChatGPT est capable de générer un texte avec sa propre rhétorique, ou bien il ne fait que régénérer des rhétoriques apprises lors de l'entraînement? Alors, super question. Pour le moment, la version 3 va aller chercher des rhétoriques qu'on va lui proposer. Par exemple, actuellement, la mode, c'est fais-moi un poème comme Victor Hugo, ou fais-moi un roman comme Jules Verne, ou fais-moi une déclaration d'amour comme Lamartine. Donc, il va aller chercher des textes de Lamartine et il va, avec deux ou trois mots, il va vous faire quelque chose comme. Mais on ne sait pas si la version 4 va être capable de faire « fais-moi une déclaration d'amour » comme ChatGPT 4. On ne sait pas. Probablement que oui, puisque là, on est à 175 milliards de paramètres et Microsoft annonce un GPT 4 1000 fois plus performant. Donc là, il apprend de nos questions. Et si Marc ou Tawfik demande fais-moi un poème à la Victor Hugo, eh ben, il va savoir que Victor Hugo est fortement demandé et donc il va produire du Victor Hugo en disant que c'est du ChatGPT 4. Mais pour le moment, il dit encore que c'est du Victor Hugo et il est capable de répondre à du Victor Hugo. Mais vous avez vu le taux de progression dans l'apprentissage du Transformer. La version 2, on était à 2 milliards de paramètres. La version 3, on est à 175 milliards. Et la version 4, on va être à peu près 1000 fois plus. Donc, ça va aller très, très vite. Moi, je pense que la rhétorique va être générique, mais elle va être basée sur un mélange. Voilà. De toute façon, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez comme style, romantique, algébrique, pragmatique. Il va vous demander des pistes. Si vous ne lui donnez pas de pistes, il va vous produire un texte qui sera relativement fade. Merci pour la réponse. Ça, c'est l'impact de l'apprentissage supervisé. Et donc, la réponse, si je comprends bien, il n'est pas capable de proposer sa propre combinaison de mots. Merci. Non, exactement. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Et d'ailleurs, il ne propose pas des mots. Il propose des signes qui la collent comme si c'était des mots. Hein, d'accord. J'ai discuté avec des collègues en anglais et espagnol qui regardez, moi, dans mes réponses, il y a des mots anglais qui apparaissent. Il ne sait pas qu'il parle en français ou en anglais ou en espagnol. Il ne sait pas. Il parle ou il produit un contenu qui est en cohérence globale. Et il se trouve que la plupart des mots sont en français ou en anglais ou en espagnol, pour nous qui sommes des humains. Mais lui, il juxtapose des signes, c'est tout. D'accord, cela introduit une deuxième question, mais je la laisserai
plus tard. Merci. Jean-Guy, c'est toi maintenant et ensuite celui-là. Oui, mais je voulais laisser un petit peu le déroulement de la présentation, mais Toufik a posé une question qui m'intéresse beaucoup. Ce qui me surprend, moi, dans ChatGPT, c'est pas tellement la combinaison des signes, mais l'organisation vraiment au sens strict de la rhétorique. C'est-à-dire, il fait une introduction, il donne des exemples, il se reprend et fait une conclusion. Ça, c'est une argumentation, non pas qui n'est pas une argumentation, mais une présentation de signes qui est méta. C'est-à-dire, il organise des séquences de signes avec d'autres signes qui sont des connecteurs rhétoriques. Et ça ne se trouve pas dans des textes, il faut les imposer au texte. Ma question, j'en avais parlé avec Étienne, où les trouve-t-il? Le transformer ne les trouve pas comme ça. Il faut ou les imposer ou les structurer. Quel est le truc qui fait qu'il va donner une introduction, 2-3 exemples, un contre-exemple, même s'excuser, arriver et conclure et faire une synthèse? Ça ne trouve pas cette structure-là comme ça dans les textes. Et ça ne relève pas de la syntaxe et de la sémantique, ça relève d'une théorie rhétorique du texte. Alors, regardez par exemple cette planche. Comment puis-je les intéresser avec ce drôle de sujet? Et j'avais fait exprès, regardez, comment puis-je les intéresser avec ce drôle de sujet qu'est ce robot-là? C'est tordu hein, comme phrasé. Et donc, lui, vous avez raison, Jean-Guy, une petite introduction. Il existe plusieurs approches. Voici quelques idées. Démontrer, souligner, expliquer, partager, et il finit par une petite conclusion qui est basique, mais qui est quand même une conclusion. En utilisant une combinaison de ces approches, vous pouvez susciter l'intérêt et la curiosité des enseignants-chercheurs en management. Voilà. Bon, donc où est-ce qu'il a appris ça? Il a appris ça, et c'est là que OpenAI est très secrète. Il a appris ça. Oui, il a appris ça sur ses 390 gigas de données textuelles. Et a priori, c'est Wikipédia. A priori, c'est du Wikipédia. Alors là encore, on n'a pas la hiérarchie dans la fouille des données, on n'a pas la hiérarchie, mais il a été cherché dans du texte, uniquement du texte. C'est pour ça que c'est un producteur de contenu textuel. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de schéma, de figure, mais il fait du texte ou du code. Hein, pour ceux si vous voulez débugger ou proposer du Python, ou il est très, très, très puissant. Mais pour lui, le code, ce sont de l'alpha numérique, quoi. Donc, c'est du texte. Et derrière, il y a 390 gigas de texte, point à la ligne. Ces textes-là sont relativement, c'est le secret, hein, c'est le secret de sa base de données, parce que si on réfléchit, 390 gigas de texte, c'est énorme, et surtout si ce texte a été apuré, nettoyé. Ce ne sont pas des blocs d'illuminés, ce ne sont pas des... Il n'y a pas, on m'a dit à travers les branches qu'il y avait des annotateurs qui ajoutaient des éléments rhétoriques. Quand on arrive et on dit en conclusion, ça ne se trouve pas comme ça dans le texte. Il faut ajouter. Et que ça, c'était secret, cette dimension-là, qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient de la notation. Et à un moment donné, on trouve des régularités dans les annotations qui font que ça donne cette structure-là. Le contenu peut être purement faux, fictif, mais ça se lit bien. Bonjour, voici 2 exemples, 3 contre-exemples, etc. Et ça, c'est un élément nouveau dans les moteurs de recherche. On ne trouve pas cette argumentation rhétorique. C'est la première fois, c'est là que c'est très spectaculaire. Et l'anglais est parfait. Le français est excellent. L'espagnol est correct, etc., etc. Et on voit, le chinois est quasiment inexistant. Donc, on voit que les Kenyans qui ont travaillé sur le nettoyage des 390 gigas de texte, ces Kenyans-là qui ont travaillé étaient des anglophones, d'où l'explication d'un texte, d'une base de données très pure, pas trop d'erreurs. Et si ces erreurs, ce sont des erreurs factuelles, comme Barcelone à la place de Madrid, c'est pas très grave. Et après, les annotateurs dont vous parlez, c'est probablement les gens qui travaillent sur les questions qu'on est en train, nous, utilisateurs,
de nourrir. Là, on est en train de nourrir la bête avec nos questions. Et les annotateurs sont des humains qui travaillent sur… Souvent, les questions, c'est « je ne suis pas d'accord avec ça, là-dessus, quand même, c'est un petit peu discutable, etc., etc. » Donc là, on a des éléments de réponse qui sont en ce moment, qui font plus partie du 2021, qui sont en 2022-2023. Mais là, c'est secret défense total, puisque OpenAI a été racheté par Microsoft. Là, maintenant, on est chez Microsoft, point. Merci. Et Jean-Guy, Microsoft a été traumatisé par l'échec de son robot Tile, par la corruption du robot qui était censé aider les ados à parler entre eux. Donc là, il a été trollé, il a été corrompu. Et Microsoft est traumatisé parce qu'ils ont perdu la face. Là, actuellement, Google est traumatisé par la bourde de Bard avec l'histoire du télescope Webb, James Webb, là, lors de la démo que Google a proposée lui-même de Bard, ils ont fait une erreur. Le robot a dit, voilà, grâce à James Webb, on a trouvé une exoplanète qui date de 2000, ce qui n'était pas arrivé depuis 2004. C'est faux. Et Google a dû s'excuser. Notre robot, on l'a sorti trop tôt, c'est tout. On l'a sorti trop tôt. On l'a pas testé. On s'est nous-mêmes tiré une balle dans le pied. Donc, ils ont vraiment peur de ça. Et ce que vous dites sur les annotateurs, là, on est dans le secret défense total. Merci. Suis-là. Merci, bonjour. Ma première question, donc je vais continuer sur le point qu'a abordé Sophie, sur le fait qu'il n'est pas capable de générer des textes, il ne fait pas de combinaison de mots. Donc, quand on lui demande la poème d'amour de Victor Hugo, est-ce qu'il va prendre, par exemple, parmi les poèmes de Victor Hugo, un paragraphe dans chaque, ou alors il va générer son poème à lui? Donc là, c'est-à-dire, j'y vais dans la génération de textes, par exemple, dans le truc de plagiat, c'est-à-dire prendre des choses telles qu'ils sont, ou alors il crée des choses. Alors, merci Souya. Là, on arrive sur des questions d'éthique. Est-ce que plagier un robot, c'est plagier? Non. Plagier un robot, juridiquement, c'est pas plagier, puisqu'un robot n'a pas de droit d'auteur. Et deuxièmement, est-ce que plagier ChatGPT, c'est plagier? Non, puisque ChatGPT produit un texte original. Votre question est fondamentale. Ce n'est pas du Victor Hugo qui est recyclé. Il réécrit à la façon de Victor Hugo, puisqu'il a des milliers de lignes de Victor Hugo, et il va prendre quelques mots par-ci, par-là, il sait ce que c'est que les vers, il sait ce que c'est que les rimes, et il va vous produire un texte original à la façon de Victor Hugo. Est-ce que c'est un plagiat? Non, puisque le robot n'a pas de personnalité juridique, donc pas de droit d'auteur. Est-ce que c'est un plagiat? Non, puisque le texte ne produit pas de similitude à plus de 60, 70%, peu importe. Mais il n'y a pas de similitude. Le texte est original. Mais il est écrit à la façon de… Vous pouvez tester avec Rimbaud, avec des choses un peu connues, vous serez assez bluffé. Hein, c'est assez bluffé. C'est impressionnant. D'accord. Une autre question, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Donc, après plusieurs interactions, c'est ce que j'ai compris, qu'on aura donc une réponse plus ou moins ce qu'on cherche. Donc… est-ce que je vous coupe. Pourquoi oui. Après plusieurs itérations? Pourquoi pas après une seule? Interaction. Non, mais pourquoi pas une seule? Bonjour ChatGPT, est-ce que tu peux me faire un plan de cours pour mes premières années demain matin sur l'acceptation des technologies depuis 1950? Oui, sur certains, j'aurai une réponse. Mais est-ce que la réponse, elle est juste? Ça, c'est pas le problème. Vous aurez une réponse. Non, mais vous aurez une réponse. Okay. Donc, le but du chat GPT, c'est juste d'avoir une réponse, pas forcément la bonne. Non, c'est de produire du contenu. C'est toute la nuance entre… il n'a jamais dit que c'était vrai. Il n'a jamais dit que c'était de la connaissance. ChatGPT est une intelligence artificielle générative. Produis-moi un plan de cours en 2 parties avec une introduction, une conclusion sur l'historique des grandes découvertes depuis 1950 en Occident, et vous aurez 3-4 pages de plan de cours.
Et là-dedans, il y aura des énormités. Il y aura, en 1950, on a découvert, en 1950, DeepMind a battu un grand maître aux échecs. Voilà. Ok. Parce qu'il aura confondu deux, trois trucs. Donc, mais il vous aura produit un contenu qui semble cohérent en fonction de ce que vous lui avez demandé. Maintenant, et c'est toute la question tout à l'heure de votre camarade, maintenant c'est à vous de vérifier que le contenu est de la connaissance. C'est là où je veux revenir. Donc, celui qui va utiliser le GPT, le chat GPT, il doit être connaisseur du domaine dans lequel il est en train de poser la question. Donc là, moi, ça m'amène de dire, donc j'ai vu un exemple, quelqu'un qui l'a mis sur YouTube, il a demandé la suite Fibonacci, donc le programme là. Donc, il lui a donné après plusieurs, donc il fait toujours des erreurs donc, dans la formulation, donc ce n'est pas la suite. Donc, il y a des erreurs dans la suite elle-même, dans le langage de programmation, donc dans le programme. Donc là, donc, on est censé donc, gagner du temps si je veux demander, par exemple, à ChatGPT de me générer ce programme-là pour aller l'exécuter. Donc, si je reste, moi, après plusieurs interactions pour avoir mon résultat, je ne vois pas l'utilité. Et en plus, si jamais je suis encore débutante, je veux utiliser le ChatGPT pour voir, donc je ne serais pas capable déjà de voir est-ce qu'elle est bien écrite ou pas. Donc, on doit vraiment être qualifié dans ce qu'on est en train de chercher ou lui demander pour pouvoir voir si, parce que des fois, c'est un grand programme ou quelque chose, donc il faut vraiment suivre. Donc, je me demande là, est-ce que c'est-à-dire c'est utile d'aller vers ChatGPT ou de le travailler moi-même pour gagner du temps. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je ne peux même pas faire, parce qu'il est censé, c'est un outil d'aide à la décision, je pense. Alors là, ils ne m'aident pas à décider, donc là, ils me non, mais Souila, Ouais. ce n'est pas un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas un outil d'aide. C'est pas un moteur de recherche. C'est un générateur de contenu. Point. Et ça change tout. Et vous, les questions que vous vous les posez parce que vous avez fait des études, parce que vous avez un recul par rapport à la connaissance, par rapport au sens, par rapport à votre position de chercheur, par rapport à l'objet de recherche, etc. Vous avez des doutes. Voilà, vous avez des doutes qui vous grandissent. Mais globalement, l'utilisateur de ces IA, parce qu'il y aura Bard dans pas longtemps et Ernie dans pas longtemps, l'utilisateur, il n'aura pas de doute. Il posera une question et il y aura un contenu et il sera satisfait, point, à 80%. À 80%. Qu'est-ce que c'est que l'Internet actuellement? C'est quoi l'Internet marchand actuellement? Qu'est-ce que c'est que 80% de la rentabilité de l'Internet marchand? C'est du jeu et du porno. D'accord? Il reste 20% pour le reste. Bon, donc, si vous... on n'a pas besoin de valider l'information, on l'apprend telle qu'elle est, on la subit, c'est ça? Mais c'est pas ça, c'est pas ce que je dis, c'est ce que font les gens. Moi, ce que je dis, j'aimerais que les gens soient des Souila. J'aimerais. Mais c'est pas ce que je constate et c'est pas ce que vous constatez non plus. Nous sommes des enseignants-chercheurs, nous ne sommes pas 80% des utilisateurs de l'Internet. C'est pas vrai. Nous avons des questions que 80% des gens ne se posent pas. Donc, c'est comme si là, c'est juste, il fait de la conversation et il y a une interaction. Donc, tu poses une question, tu auras une réponse. Mais est-ce que la réponse, elle est valide, elle n'est pas valide? Donc là, cet aspect n'est pas pris en compte, c'est ça? Et non seulement il n'est pas pris en compte, mais ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est son problème, c'est de répondre à votre question. Et en répondant à votre question, il va vous capter. Alors après, on rentre dans le business model. Probablement que le business model de ChatGPT, qui est encore gratuit, mais qui est très, très souvent saturé, probablement que le business model de ChatGPT 4, qui va être couplé avec Bing, ça va être de vous stocker, de vous garder le plus longtemps possible dans votre navigation Internet. Et vous allez naviguer entre poser une question et chercher des éléments de réponse de façon à encapsuler votre navigation sur le web et avoir des informations encore plus précises sur votre profil,
Souila, Jean-Guy, Marc, de façon à les monétiser et à les revendre. C'est tout. ChatGPT, et c'est pour ça que Microsoft l'a racheté, on ne va pas partager, et c'est pour ça que Google a peur. ChatGPT va être l'outil qui manquait au moteur de recherche pour encapsuler 80% de votre navigation sur Internet. Parce que après, imaginez si vous êtes sur Word. Vous êtes sur Word et vous commencez à écrire du texte, un peu comme un clavier intuitif. Vous commencez à écrire du texte sur Word et lui, il va vous proposer la suite. Vous voyez ? Et ça veut dire que vous allez être capté par Word, donc par Microsoft, et les données que Microsoft va collecter, il va pouvoir les monétiser comme le faisait Google ou comme le faisait Facebook, mais dans l'écosystème Microsoft. Merci. Francis, à ton tour. Oui, bonjour, merci de cette présentation. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Francis, très bien. Excellent. Mais avant l'engouement général là, pour ChatGPT, j'ai remarqué d'abord l'engouement de la communauté des programmeurs par la capacité de ChatGPT à être capable de générer du code, à poser des questions sur du code, puis il répond. En fait, de plus en plus de programmeurs utilisent ChatGPT pour, au lieu de faire des recherches sur comment coder tel truc, ils lui posent directement la question et ChatGPT lui dit comment faire la formule. J'imagine donc que ça implique que ChatGPT s'est entraîné sur un cas particulier de texte que serait du code. J'imagine que c'est arrivé, ça. Alors, j'ai deux questions. Par rapport à ça, j'ai deux questions. Est-ce que ça serait une des nouveautés de ChatGPT que de s'entraîner sur du code? Je ne sais pas si la version 2 ou 3 la faisait aussi. Alors, je vous pose cette question-là. Et ma deuxième question, ce serait, mais quel est l'impact de l'apprentissage sur du code pour ensuite la génération du langage naturel? Alors, a priori, OpenAI, au début, OpenAI, c'était un labo de codage. Il faisait du code. Hein. Et déjà, Microsoft était dans OpenAI à hauteur de 1 milliard. Mais derrière, il y avait Elon Musk aussi, et il y avait quelques entrepreneurs. L'idée, c'était de produire du code avec des algorithmes qui pouvaient débugger. À l'origine, c'était ça. Et moi, les collègues que j'ai ici en informatique, à Polytech Nantes ou à Centrale Nantes ou à l'École des Mines, ils sont beaucoup plus impressionnés par la capacité de ChatGPT 3 à générer du code que du texte. Voilà. Et ils disent, là, vraiment, on a un problème sur le métier de développeur et surtout sur le métier de débugger. Il dit, là on est de toute façon moins bon. Le cerveau humain est dépassé. De toute façon, ce qu'on voit, c'est déjà au-dessus de nous. Donc là, en termes de spectaculaire et puis en termes de contribution à la modification des métiers, là, quand même, on sait que l'apport des IA génératives et de ChatGPT en particulier, qui est à l'origine pensé pour produire du code, est très, alors dangereux, c'est idiot parce que c'est un jugement de valeur si je dis ça, mais très dangereux pour le métier des développeurs. Parce qu'il pourra le faire. C'est un peu, si vous voulez, plus jamais un humain ne battra un grand maître aux échecs. Voilà, bon, bah, c'est bon. Là, maintenant, le code qu'il a intégré, les codes qu'il a emmagasinés font que il est très impressionnant sur la correction. Et donc, moi, tous mes collègues font un copier. Est-ce que tu vois l'erreur? Est-ce que tu peux m'arranger ça? Copier. Et il sort donc du code, vous faites un bouton droit coller et c'est fini. Vous avez votre patch. Donc, probablement que là, on est impressionné par un petit texte qui reste assez basique. Le GPT-4 sera encore plus impressionnant sur la production de code. Ça pour moi, pour tous les collègues, c'est une évidence. Parce que là, on est dans un apprentissage très rapide. Faire du Victor Hugo, c'est plus compliqué que faire du Python. Donc, la nouveauté, ce serait à partir de ChatGPT 3 quand on s'entraîne sur du code, c'est ça? Oui. C'est là, c'est dans le corpus là qu'ils ont intégré du code et c'est là qu'ils ont vu, c'est bizarre, c'est là qu'ils ont vu un modèle d'affaires. C'est là qu'ils ont vu une capacité à gagner de l'argent.
probablement que les versions payantes qui vont arriver, il y a déjà une version qui est à $50 par mois, hein, qui est la même version que Prime Amazon. Les clients, c'est essentiellement des boîtes informatiques. Et donc, la deuxième question, ce serait, quel est l'impact de cet apprentissage-là sur, après ça, la génération de langage naturel? Alors, ça peut peut-être un peu répondre à la question de Jean-Guy. Est-ce que ça a un impact? C'est une façon de penser que de coder. Est-ce que ça a un impact après ça sur la génération du langage naturel? Probablement, mais on ne sait pas lequel. On ne sait pas, là, si vous voulez, les sauts performatifs sont tellement énormes que déjà penser la différence entre ChatGPT 2 et 3, on l'avait pas, personne n'avait objectivement pensé ce saut qualitatif, ce saut de la performance. Même ceux qui connaissaient pas mal OpenAI et qui connaissaient déjà les versions 2 de GPT. Donc maintenant, le saut qu'il va y avoir entre le 3 et le 4, bon, entre 1000, 10 000 fois plus puissant, on n'en sait rien, et de toute façon, ça c'est du buzz. Franchement, on ne sait pas. Et si Google a peur, si Baidu sort du bois, alors que Baidu avait plutôt une position attentiste et concentrée sur le marché chinois, si Baidu sort du bois avec son ErnieBot, c'est que probablement que ce qui va sortir en mars-avril avec la version 4 va être pour le moins disruptif. De toute façon, les métiers de producteurs de contenu versus code ou versus texte, les journalistes, des trucs comme ça, vont être profondément impactés par la version 4. Parce qu'on sait, j'ai vu quelques programmeurs s'amuser à demander à ChatGPT de fournir une réponse à un code. Et il fournit des réponses. Parfois, c'est des bonnes réponses. Il laisse croire qu'il y a un calcul qui se passe quelque part à l'intérieur, on ne sait pas trop où, et ce qui pourrait donner l'impression que ça pourrait donner des capacités syntaxiques à la machine. Mais bon. Mais probablement. On est dans l'apprentissage auto-supervisé. On sait que des humains sont intervenus. On ne sait pas comment et on ne sait pas quand. On sait qu'ils sont intervenus. Donc, d'où la complexité de penser à la fois un apprentissage par arborescence classique et par réseau de neurones. Bon, on sait que la performance qui sort là, de la version 3 et celle qui va sortir de la version 4 va être de toute façon spectaculaire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça va être Moi, j'ai plus peur. J'ai peur du couplage avec Bing. Je pense que l'offre, pour moi, l'internaute de base, il n'est pas omnubilé par le code, il est omnubilé par son activité à lui et son activité qui est souvent ludique. Donc, je pense que le vrai saut, ça va être le couplage entre le moteur de recherche et le contenu, le producteur de contenu. Parce que là, ça veut dire qu'on va être dans un espèce de métavers à Microsoft, quoi. Facebook a très peur. Hein. Facebook a très peur. Là, le métavers de Facebook, il prend claque sur claque en termes de business model, c'est-à-dire qui n'est pas rentable et qui coûte très cher. Là, il a pris une claque parce que une des originalités de ChatGPT, c'est d'avoir gardé une technologie qui était basique, mais de l'avoir. Il a gardé un moteur de 2 chevaux, mais avec un carburant totalement énorme, quoi, avec un gros carburant. Alors que les concurrents allaient plutôt vers un moteur de Ferrari, mais avec moins de carburant. Donc ça, c'est une vraie originalité. Avoir gardé une techno robuste, mais connue, et l'avoir en fait boosté par un énorme volume de données. Du petit avec du gros carburant plutôt que du gros moteur avec un petit carburant. Si je vous comprends bien, vous diriez que le saut qualitatif vient à la fois du nombre de paramètres qui augmente à chaque fois et du type de données qu'on l'injecte. C'est ça. La double bonne idée, c'est ça. OK. Merci beaucoup. Et beaucoup d'autres, et beaucoup des concurrents, notamment Facebook, mais aussi Google, pensaient que le saut qualitatif se ferait par les milliards de paramètres. En fait, non. C'est pas que les milliards de paramètres, ça sert à rien si en face, on ne nourrit pas la bête avec
des données massives, mais filtrées, mais de qualité. Le carburant, c'est du bioéthanol, quoi. C'est pas du gros diesel. Vous diriez massive filtrée, mais est-ce qu'on pourrait rajouter sur des types de données comme le codage, c'est un type de données nouveau qui est injecté ici? Oui. Quand je dis filtré, c'est ça, c'est de quoi a besoin le moteur. De quoi il a besoin essentiellement. Et on ne va pas le polluer avec des blogs inutiles ou avec des images ou avec de la vidéo, on s'en fout. Vous savez que l'Internet, les vidéos Internet, c'est des chats qui dansent. Hein. Bon, ça, on s'en fout. On exclut. Voilà. On se concentre sur du texte, du code, du signe et qu'on pense être apuré, qu'on pense être affiné. Et ça, c'est tout le travail en amont de OpenAI. Quoi. Le vrai génie de OpenAI, c'est le couplage entre la techno et son carburant. J'imagine que ça rouvre un champ de recherche du genre comment identifier des données adéquates. C'est ça. Alors, nous, en gestion, on travaille sur, on essaye de perdre en précision pour gagner en pertinence. C'est-à-dire, ça sert à rien de faire des budgets, ça sert à rien de faire des liasses fiscales au centime près. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un budget? Non. Ce qui est intéressant dans un budget prévisionnel, c'est la prévision, c'est la tendance. Donc, perdre en précision, qui coûte très cher, en heures, en énergie, en jus de cerveau, et gagner en pertinence. Et ben, c'est ce qu'ils ont fait. D'où la question tout à l'heure de votre camarade, on s'en fout qu'il se trompe. Est-ce que la capitale de l'Espagne, c'est Barcelone? Oui, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, lui, il s'en fout. Il a donné une réponse. Maintenant, si l'utilisateur est assez idiot pour pas la vérifier, eh ben, c'est pas le problème de ChatGPT. Dans la prochaine version, il aura compris que la capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Merci. Jean-Guy. Oui, merci encore. Est-ce que dans les prochains chatbox, la possibilité de mettre les sources ou des citations associées à des réponses, c'est pensé? J'ai eu l'impression que la référence que Étienne nous donnait dans un courriel qu'il nous a envoyé, il faisait ça, le nouveau. Ça serait précieux. C'est-à-dire que voici les sources où je l'ai prise et donc vous associez le moteur de recherche avec ces sources, mais en même temps, je vois ça intéressant pour les chercheurs, mais peut-être pas pour le grand public. Eh bien, ce sera payant. Ce sera intéressant pour les chercheurs, donc ce sera payant. Et ce sera effectivement la vérité. Il y aura un référencement, une indexation, il y aura des sources n'oubliez pas que Microsoft possède LinkedIn. Microsoft possède LinkedIn. LinkedIn et donc les informations, les contenus et tout. LinkedIn, c'est de la production de contenu aussi. Hein. C'est du texte, c'est des articles. C'est de plus en plus un réseau de chercheurs. Hein. LinkedIn. En tous les cas, c'est pas rien. Donc oui, il va y avoir un référencement, oui, il y aura une indexation, oui, il y aura des sources, mais probablement dans la version payante. Puisque il y a une dimension qu'on n'a pas abordée. C'est en gros, et ça aussi on le trouve sur Discord. En gros, une recherche, une requête ChatGPT, c'est 10 centimes. Une recherche Google, c'est moins d'1 centime. Donc, c'est 10 fois plus cher en termes énergétiques, en termes électriques. Donc, cette cherté, ce coût de la requête, soit on le compense en rendant payant, soit on le compense en le rendant rare. Payant, donc ça va être une version premium, voilà, je sais pas moi, 50 € par mois. Soit en le rendant rare, c'est ce que font actuellement OpenAI. Hein. Désolé, on est saturé aussi pour des raisons énergétiques, aussi pour des raisons économiques. C'est bon, on a assez de données, pour le moment, on fait un 24 heures off. De toute façon, c'est cher. Et ce n'est pas soutenable gratuitement. Je vois. Si je peux me permettre un commentaire, parce que vous avez parlé que Chatbox travaille sur des signes et vous faites la différence entre travailler sur des contenus et des connaissances.
ça revient à la problématique de la chambre chinoise. Sauf que la personne à l'intérieur, maintenant, ce n'est pas simplement des petites requêtes, elle a des milliards de règles à suivre et les données chinoises qui arrivent sont d'une complexité qui Terrible. faut presque un petit chinois à l'extérieur pour l'aider. Ça complexifie la métaphore. C'est terrible, terrible. Et le papier, en bas de mon slide, là, j'ai un papier sur MISQ là, qui est sorti, Baird et Marouping, en 1921. En 2021, il disait quand même que la nouvelle génération de recherche, en information système ou autre, peu importe, c'est attention, l'intelligence artificielle va rendre le rapport à la connaissance active, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut prendre la main en termes de capacité de décision sur l'utilisateur. J'en sais plus que toi. L'agent, on appelle ça agentique, l'agent auquel avant on déléguait une capacité d'action, maintenant peut prendre le pouvoir en disant tu m'as délégué cette capacité d'action, et ben maintenant je te dis ce que tu vas faire, puisque j'en sais plus que toi. Et ça, c'est toutes les problématiques des drones, des armes létales. Voilà. Est-ce que c'est l'humain qui appuie sur le bouton pour tuer, ou est-ce que c'est le drone qui tuera dès lors qu'il aura les informations nécessaires pour tuer? Voilà. Et ça, c'est dans ce papier-là. Si je reprends votre formulation avec le contenu, c'est pas vrai qu'il en sait plus. Il a simplement accès à plus de textes, de contenu, que là, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il a accès à des contenus qui sont pour lui, du chinois. Exactement. Il va nous les ramener. C'est un avantage de savoir que ce que j'aime, moi, à l'occasion, c'est d'avoir un moteur de recherche qui est capable de trouver du contenu que moi, je vais pouvoir juger. C'est utile, ça sauve du temps, mais tout le travail théorique de connaissance est à faire après. Vous avez 100% raison. Et malheureusement, ce doute-là, ce recul-là, je suis pas persuadé que tous les utilisateurs l'ont. C'est ça aussi le problème. Je pense pas. Non, voilà. Pour dire ça, voilà, pour dire ça, il faut déjà une capacité de doute, de questionnement que n'a pas l'internaute de base. Je ne dis pas ça en étant prétentieux ou arrogant. L'Internet de base, c'est un Internet marchand qui n'a absolument rien à faire du statut de la connaissance. Rien. Avant de passer à la question de Toufik, sur quelque chose que tu as levé déjà, Marc, selon toi, parce que tu es expert un petit peu du côté entreprise commerciale de tout ça, je ne sais pas ce qui est le modèle économique derrière Google Scholar, mais ça se soutient. Dans tes termes-là, c'est plutôt la connaissance, la sous-population qui s'intéresse à la connaissance et non pas la grande population qui paye la rente. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent qui peut se concevoir pour ChatGPT, donc ChatGPT Scholar? C'est probablement ce qu'essaye de faire Microsoft. Parce que le business de la recherche est terriblement rentable. Derrière Google Scholar, il y a les revues. Il y a les revues et les revues, les grandes revues. Il y a les articles, il y a la production d'articles, etc. C'est vraiment très, très rentable. Donc, si Google Scholar est installé, et que Microsoft arrive à le déstabiliser par un Microsoft Scholar, là, il y aura un combat. Mais pour le moment, il n'y a pas de combat. Le modèle d'affaires de Google Scholar, c'est la gratuité, et ils peuvent se le permettre puisque la collecte des données par les utilisateurs de Google Scholar, qui sont en fait des académiques, est revendue aux revues, et revendu aux écosystèmes, y compris aux revues prédatrices,
y compris aux revues prédatrices, et ça rapporte beaucoup d'argent à Google. Alors, on ne sait pas ce que va faire Microsoft, mais Microsoft ne peut pas laisser le marché de l'académisme à côté, et probablement qu'ils vont... Mais moi, d'après moi, le cheval de Troie, c'est LinkedIn. Le cheval de Troie, ça va être LinkedIn. Qui est gratuit, sauf le modèle premium qui est payant. Il y aura toujours un mix, il y aura toujours une approche gratuite pour capter l'utilisateur, le captiver, et une approche payante, premium, pour celui qui passeront de utilisateur à consommateur. L'utilisateur, il nourrit la bête de ses données, et donc, en contrepartie, il profite de la gratuité. Le consommateur, il achète la bête pour son produit. Et ce n'est pas la même approche. Et je pense qu'il y aura un chat GPT gratuit qui sera basique. Par exemple, on aura le droit à 2 questions, point. On aura le droit à 2 questions de pas plus de 10 mots. 10 mots, 2 questions, gratuit. Si vous voulez plus, eh ben vous payez, vous achetez un abonnement. Merci. Avant de passer ça à Tufik, if you want to ask questions in English, you can ask the questions in English, and Marc, Yes. he can answer either English or French. Tufik, vas-y. Tufik, t'es parti? J'ai répété trop souvent que je vais passer ça à Tufik. De toute façon, je vais pas vous laisser, enfin, je vais vous quitter dans à peu près 10 minutes à peu près. Hein. Il faut que je sois libéré à 18h, moi. Oui. De toute façon, je pense que vous avez compris qu'on est au tout début. On est au tout début, même si ça commence à être... il y a des milliers de papiers qui sont sortis, des milliers, des blogs et tout. Là, je vous ai mis des liens sur pas mal de trucs. C'est tous les jours, tous les jours. Le dernier, la blog du modérateur, c'est tous les jours. Donc, on est au tout début d'une révolution médiatique, je dis bien médiatique, qui est basée sur une révolution mixte entre technologique et cognitive, si vous voulez, mais il y a quand même une révolution médiatique parce que, et c'est ça qui est très fort dans cette histoire, OpenAI a réussi à bluffer l'utilisateur lambda. Pas l'utilisateur, pas Marc Bidan ou Jean-Guy, l'utilisateur lambda, celui qui va sur ChatGPT pour demander où est la capitale de l'Espagne. Voilà. Et c'était ça la cible, c'est pas nous. Nous, on est bluffés parce que ça nous amuse. Et puis on se demande le statut de la connaissance, le statut le sens, la véracité. Mais l'utilisateur lambda, il veut un produit qui soit à peu près crédible. Non pas vrai, mais crédible. Et dans ce sens, ChatGPT est formidablement réussi. C'est crédible. Comment il s'appelle? Sandra disait, peu importe si j'ai pris ce train, du moment que je l'ai fait prendre à tant d'autres. Voilà. Tufik, à toi. Vas-y. Okay, merci, Étienne. Merci, Marc, pour cette présentation. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ce que je vais dire. Si le temps le permet aussi, j'aimerais bien entendre Jean-Guy et Étienne aussi. Donc, je me demande si vous serez d'accord avec moi si je dis que l'apport dans l'état de l'art des chatbots pour ChatGPT se situe en amont, c'est-à-dire au niveau corpus pour fuir au garbage in, garbage out. Et par conséquent, moi, je dirais que ChatGPT n'est qu'une chambre chinoise qui n'est pas à base de règles, mais plutôt neuronale et probabiliste. Probabiliste, puisqu'on sait bien que c'est à base de Masked Language Modeling que ChatGPT, BERT travaille. Et c'est pour manipuler des symboles proprement dit. Donc, je vois que ChatGPT est puissant dans la recherche de l'information ayant le texte comme format et non pas la génération du langage naturel qu'elle est abordée par les sciences cognitives. Voilà, merci. Ben, je serai très, très rapide, hein, je suis 100% d'accord. D'où la différence entre un modèle conversationnel et un modèle génératif. ChatGPT n'est pas un robot conversationnel, de moins en moins, c'est de plus en plus un robot qui génère quelque chose qui est probablement en cohérence avec ce qu'il y avait avant.
C'est tout. Mais, mais on n'est pas dans la conversation, on n'est pas dans la. On n'est pas dans. Alors, vous avez dit quelque chose aussi. Je pense que, et là encore, on n'a pas accès aux algorithmes qu'il y a derrière, on n'a pas accès. Hein. OpenAI n'est pas open du tout. Je pense qu'on est plus dans le probabiliste que dans le neuronal. On est beaucoup plus dans le probabiliste. Par contre, on est dans des outils de calcul de probabilité très, très, très puissants. Mais on est dans des suites probabilistes. Voilà. Si je vous dis, si je dis cabriolet rouge, eh ben, je vais sortir derrière Hawaï. Bon, probablement. Et si j'ai fait une première fois Hawaï, la deuxième fois, je vais sortir Magnum ou Honolulu. Mais je suis dans une cohérence ou dans une vraisemblance probabiliste. D'accord, donc nous sommes d'accord par rapport à ce point-là. Merci. Jean-Guy? Ma réflexion commence sur ces questions-là. Ce que ça illustre, c'est qu'on peut manipuler des symboles sans être attentif à toute la problématique de la signification du sens qui est en arrière. Et il y a une dimension de ça qui est intéressante. Moi, j'ai essayé de demander à ChatGPT de lire les collected papers. Lire les collected papers de Peirce à la main, c'est presque une année de temps. S'il peut me trouver des contenus rapidement, à moi de les vérifier, je trouve ça intéressant. Mais je dois toujours rester en plan par rapport au contenu signifiant qui est dedans. On passe l'exemple qui me vient quand je regarde ça, c'est quand j'étais étudiant pour faire une fouille de texte, je devais tirer les petits tiroirs avec les cartes de 4 par 6. Maintenant, je peux aller avec rapidement trouver les mêmes livres, les mêmes textes, mais en quelques secondes par Google Scholar. Et le travail manuel est important dans la recherche. Il a diminué à cause de la rapidité des ordinateurs, à cause des règles, mais le véritable travail de recherche, puis de la compréhension de la vérité, de la signification, il reste à faire. Et pas le danger, mais ce que ça pose comme problème, c'est qu'on a des continents ou des tsunamis de contenu qu'il faut synthétiser, comprendre, analyser, critiquer. Et ça change la méthodologie de recherche, ça change chez les chercheurs le contenu, les objets de recherche. Pourquoi vous ne parlez pas de danger? C'est un danger. C'est un danger sur l'apprentissage de la méthodologie de la recherche. C'est un danger terrible. Terrible. On sait bien que même si ça fait un peu vieux croulant, je suis de ceux qui pensent que donner la réponse à la question, c'est pas aider. Ce n'est pas aider. C'est pas aider l'humain. C'est au contraire l'hybrider. C'est l'hybrider. C'est le réduire à un consommateur. Ma formulation était métonymique. Oui. Non, moi, pour moi, je suis convaincu que là, c'est une catastrophe pour la recherche de sens, de connaissances. Voilà. Et on est dans une hybridation là, qui est très, très dangereuse, puisque on génère un contenu vraisemblable, point. Et on ne génère pas de connaissances. Et si on n'a pas compris ça, cette version-là, si on n'a pas compris ça, on se trompe terriblement. Et ce n'est pas un outil. Tout à l'heure, Souya, je crois, disait que c'est un outil de décision. J'aimerais que ce soit un outil de décision, d'aide à décision. J'aimerais, puisqu'il y a aide, il y a outil. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense qu'on est vraiment on est dans la décision. Et là, ça nous pose un problème à nous en tant qu'humains et dans notre liberté, dans notre autonomie, dans notre originalité. Et moi, je suis assez pessimiste. Hein. Il y avait une autre question? Je m'en fais pour la liberté de Marc Bidan qui doit partir. Oui. Oui, mais de toute façon, on peut rester en contact. Moi, déjà, je suis à votre disposition et nous, on travaille, si vous voulez, sur. On fait un webinaire avec la FNEJ là-dessus sur comment l'intégrer à nos cours. Moi, je l'intègre à mes cours avec mes étudiants. Je travaille avec.
Je travaille avec. Je leur donne des fausses pistes. Ils vont voir. Donc, on peut travailler en essayant de contourner. Mais je leur dis pas, résolvez-moi tel problème ou faites telle synthèse. Je leur dis, voilà, on a à faire, par exemple, un plan de cours. Mais je leur donne pas tout de suite l'année. Je leur dis les problèmes d'apprentissage et tout. Si l'outil reste un outil, on a gagné. Mais comme il gagne en performance, il va quitter le statut d'outil et il va s'imposer comme ce que Microsoft veut. Microsoft, c'est un problème économique, hein. Microsoft veut nous encapsuler, veut qu'on reste à sa merci, en train de travailler dessus, de produire des données, etc. Eh ben, c'est ce qu'il va faire. Une dernière question? Une copie des slides? Oui, bien sûr, je les ai envoyés à... Hein, j'ai envoyé le chat GPT, le slide. Oui, on Hein, les a. On les voilà, a. ouais, voilà. Et sinon, mon mail, Merci. mon mail est tout en haut. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Comme tous les professeurs, j'aime bien échanger et j'aime bien échanger avec des humains. Alors, Marc Bidan, je te remercie beaucoup, beaucoup. C'était très décevant et très inspirant en même temps. Je suis sûr que ça va devenir une école d'été ici sous peu, donc on va se reparler.